Hein, si on a encore un peu de temps. Donc, il y a... Donc, ça j'ai des formations professionnelles, c'est ce que je dis souvent dans mes cours pour ponctuer mes cours. Je m'en excuse. Alors, il y a dans ce qui est de cette ce que j'appelle cette jalousie, bien sûr il y a ces deux aspects que nous avons évoqués donc, à travers ces deux poèmes, mais il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé, et là par rapport à une certaine détresse très forte de la part d'une femme qui n'a pas pu partir et qui s'adresse à sa belle-mère. Peut-être c'est celle qui demandait à son mari de lui envoyer de l'argent. Peut-être c'est la même dont le mari a épousé une autre et qui se retrouve condamnée à rester avec les beaux-parents qui ne l'aiment pas. Et qu'elle dit Asiatun, par sa belle-mère, ma belle maman, prends-toi en charge toi-même, veux-tu que je sois ta servante jusqu'à ma mort? Voilà, je m'arrête. Si, voilà, plus tard, je pourrai encore vous lire, si vous avez, n'est-ce pas, d'autres questions, j'ai encore un peu de... Alors, ouais. Merci Sébastien. C'est une présentation vraiment très attirante. Et on a vécu avec vous comme c'était dans l'histoire, comme si c'était un film. C'est vrai que j'ai juste des commentaires. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait ce contexte politique aussi de la Libye. Ça montre une certaine conscience de la femme rurale, même si on n'était pas vraiment dans cette révolution des médias et tout ça, donc ils sont très bien informés à leur manière. Il y a aussi, on n'a pas vraiment senti qu'il y a du positif dans l'immigration, et on comprend, ce sont des sentiments qui s'expriment généralement d'une manière émotionnelle, mais certainement il doit y avoir un côté positif qui n'a pas été peut-être mentionné. Et mon dernier commentaire, il est sur justement la remarque encore pertinente, la Hollande, la France, vraiment, parce que du sud de la Méditerranée, on croit vraiment que l'Europe elle est homogène, elle est unique. Mais quand on y est dedans, on voit vraiment la différence. Et aussi, il y a des problèmes au sein de l'Europe. Tu pars en Belgique, j'y étais, on parle du sud. Le sud de l'Europe, c'est le sud. Espagne, Portugal, et ainsi de suite. Plus tu vas vers le nord, tu vois vraiment cette différenciation culturelle et historique. Donc je donne la parole à l'audience s'il y a des commentaires ou des questions pour continuer l'échange avec Sia. Merci beaucoup, monsieur pour ces informations très intéressantes. Moi, à ma connaissance, au Maroc, dans chaque région, on parle berbère, je crois que chaque région a un dialecte spécial, un dialecte de la région. Et je voudrais savoir, à travers ces endroits-là, ces régions-là, ce que vous avez étudié, est-ce que la poésie, est-ce qu'elle a le même rythme? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont la même rythme par rapport c'est-à-dire, aux différents endroits?
bien sûr, la poésie se définit par certains traits qui la caractérisent, à savoir une rime et un rythme. Bon, ça, c'est le b.a.-ba de la poésie. Ce qui saute aux yeux dans la poésie berbère, en général, quel que soit le dialecte, c'est l'absence, c'est-à-dire d'une rime, comme principe fondamental. Dans la poésie berbère, il n'y a pas nécessairement le besoin d'une rime, ou la présence d'une rime. Donc ça, c'est... Voilà, donc les textes que j'ai lus, il n'y a pas nécessairement de rime, et on retrouve comme trait particulier. Le rythme, il y a toujours un rythme, bien sûr, et on voit l'émergence d'une césure en hémistiche, c'est-à-dire que couplet, généralement, donc il y a, et ça, c'est là où on voit le rythme. Cette poésie, islame en particulier, est toujours déclamée, chantée presque. Là, j'ai fait une entorse à la règle, mais après, normalement, ça se chante. Et les femmes chantent, toujours. Par exemple, vous excuserez ma voix, je n'ai pas aucun talent à ce niveau-là. J'avais prévu de faire enregistrer. J'avais des enregistrements que j'ai perdus. Mais j'avais prévu de faire enregistrer des cousines, mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On peut l'entendre quand même. On est prêt. À vos risques et périls. Bon, mais alors, celle, je vais chanter, bon, يا فستاد ورتلات مشي يسيرو يوم شي بس ما كاين. Voilà, par exemple, أحلى moi يا فستاد ورتلات مشي يسيرو يوم شي بس ما كاين. Voilà un peu comment ça peut être dit. Généralement, c'est dans une assemblée, soit les femmes sont à la corvée de bois ou de l'eau, ou le moulin, donc souvent c'est quand elles sont à préparer la farine, il y a des meules dans lesquelles, voilà, parfois avec deux poignées, et qu'elles se passent comme ça à deux, les femmes sont assises l'une ou l'autre, elles tournent comme ça. D'ailleurs, il y a un poème, des femmes qui ne savent rien, femmes hors contexte. Donc, pas notre contexte, il dit Madri Vazri, Mi'tani Fasl, ou Neizdan Yuriwayat. Donc, c'est probablement, moi j'ai décidé que toute la poésie c'est des femmes. Probablement c'est une femme qui l'a dit. Il dit voilà. Qu'ai-je à faire d'une meule avec à poignées multiples? Celui qui a fini de moudre son grain appelle un autre. Voilà. C'est une femme qui ne veut pas d'un mari polygame, tout simplement. Donc, voilà. Donc il y a cette image. Donc voilà un peu souvent les femmes, tout en s'attelant à leur activité quotidienne, disent ces poèmes, et l'autre donc le répète en sorte de joute poétique. Voilà. C'est toujours rythmé, toujours chanté. C'est rare que ce soit déclamé, c'est la poésie orale. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire pour te demander certaines choses. Je dois dire que c'est une bonne présentation. Comme souvent, Hassan Hadachi, je le connais personnellement et il n'a jamais été absent d'une manifestation culturelle, surtout concernant le monde arabe. C'est là qu'on s'est rencontrés souvent. Donc, je voulais juste insister sur une chose, sur la région. Parce que c'est très très important. Beaucoup de Marocains, malheureusement, il n'y a pas un tourisme interne concernant Daraa et surtout la région, Tamrout, etc., Tinrir, Artout, etc.
Et souligner une particularité, c'est même au niveau climatique, c'est différent. Même pendant l'été, il fait très beau et très, je dirais, il ne fait pas très chaud. Surtout dans certaines vallées, la vallée de Daraa, il y a des oueds, il y a aussi des rivières. Mkoun, plutôt Daraa, c'est aussi une rivière, etc. Et il y a surtout une fête, c'est la fête des roses d'Amassène. Et cette fête-là est importante, même au niveau politique. Il y a des jours politiques lorsqu'on assiste à cette fête-là. Et aussi faite par Ahouash, surtout, et Ahidous. Les deux. Il y a les deux. Même les deux. Ahouash et Ahidous. C'est vrai que Ahidous domine. Alors je voudrais bien que, est-ce qu'il y a dans cette poésie, parce qu'on voit dans la région, il y a une importance, je dirais une importance du maraboutisme, surtout de Zawiya Nasiriya. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelques échos dans cette poésie départ par rapport à ces marabouts qui dominent la région? Merci, Noémie Mohamed. Ça fait des années et des années, on se passe à Strasbourg, à l'université, au département des Arabes. Dans la poésie, c'est vrai qu'on trouve des invocations aussi de certains marabouts. Et il y a une tradition dans la poésie, c'est une autre forme de poésie, pas islame, mais Temnatin. La sélection dans cette région, Temnatin, c'est la poésie en général, déclamée, dite par des hommes aussi. Et très souvent, ça commence par invoquer soit le prophète, soit Dieu, lui-même, je dirais, ou alors des marabouts. Donc, avant de commencer le poème, on peut, n'est-ce pas, voir le poète ou la poétesse invoquer un marabout, Dieu ou le prophète. Alors, tout en répondant, je cherche voilà, par exemple, un poème, donc ça c'est Awamoun daitmak awamoun daitmak awamoun, Asli ala nabi Muhammad awamoun daitmak awamoun. Donc voilà, nous avons ici un exemple. Awid al-Mazan, Awid al-Mizanaïma, Awid al-Mizan, An-Nuktot Aroufi Goulaoun, Asli ala Nabi Muhammad, Aïzgour, Adi Izgour, voilà, c'est Waïdrich. Donc souvent, il y a cette invocation, alors d'autres, effectivement. Alors la Zawiya Tamgrout, donc c'est la Zawiya Nasiriya Tamgrout, qui pour moi signifie beaucoup de choses. Mon père a fait ses études de théologie là-bas, donc il était théologien, mon père. Et Tamgrout est arabophone. Donc il y a cette région une autre particularité, tout un axe va de Rachidia, notre ami Abdallah, de Rachidia en ligne droite jusqu'à Hamid Ghazlan. Cette région a une particularité au Maroc, c'est qu'elle est bilingue. C'est-à-dire il est difficile pour quelqu'un qui est étranger à la région de savoir quel qsr, il y a cette région de Qsur, quel qsr est arabophone et lequel est berbérophone. Et parfois même, en étant de la région, on peut se tromper. Donc, je me souviens de notre première rencontre avec mon ami Abdallah. Je crois que je lui ai parlé en berbère. Et là, il m'a dit non, il a dit Rachidia, par raccourci, il dit probablement, elle parle berbère aussi. Donc elle m'a dit non. Je dis bon, je sais que non. Oui, je connais. Oui, je connais la région. C'est juste, même de la région, on peut partir. Le principe, on généralise. Et
il y a dans cette région, donc, vraiment, c'est un fait très marquant. Et parfois, dans un qasr arabophone, mais certaines familles sont passées au berbère, mais juste la famille, alors qu'elles sont traditionnellement donc, arabes, mais à l'intérieur, le berbère passe. Donc, j'ai connu les cousins de ma mère, en particulier, qui normalement sont arabophones, mais chez eux, sont passés à l'arabe. D'autres cousins, j'ai un cousin de ma mère, donc des personnes âgées, j'ai découvert qu'il parlait le berbère, enfin qu'il savait parler le berbère il y a 3 ans. Juste tout détour, je l'ai entendu. Oui, ma mère me dit, mais bien sûr qu'il le parle. Alors, on ne peut pas savoir, c'est-à-dire que c'est une région vraiment très particulière, et donc on ne peut pas déterminer, sauf vraiment à être calme, ou à fréquenter les gens, à les connaître. À ce moment-là, et ça, il n'y a pas de différenciation par rapport à la poésie est présente aussi. Aujourd'hui, j'ai parlé du berbère, mais il y a aussi l'arabe, notamment dans la région de Tamglout, Zagora Tamglout, avec le Rukba. Le Rukba, qui est un genre en soi poétique et musical, et qui ont vraiment tout un patrimoine extrêmement riche. Extrêmement riche. Donc, voilà. Je suis un peu bavard, alors Bonjour à tous, salam alaikum. C'est M. Saoudi, fondateur de l'association Régénération Solidaire et fondateur du collectif pour les Grand Est pour les démunis du Maroc. J'ai une question en tant que jeune qui est né, qui a grandi en France. On côtoie des gens des régions Nador et des régions de Agadir et alentour, comme vous avez cité. Mais nous, on pose toujours la question, comme on est neutre, on n'a pas cette culture que vous avez par rapport aux régions. C'est quoi la différence entre des berbères et amazir? Parce que quand on dit à une personne, ah t'es berbère, ah non, je suis amazir. C'est quoi le dialecte? Il y a beaucoup de mots-clés qui se ressemblent, mais ça passe pas. On te dit, moi je suis amazir, je suis pas berbère. C'est la question que je posais. Pour, Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune, mais en toute honnêteté, j'appréhendais qu'on me fasse le reproche de ne pas dire amazir à chaque fois, je disais berbère. Mais bon, j'assume. Je l'assume, comme je l'ai dit à mes étudiants à quelques reprises, qui m'ont reproché. Je dis, moi j'ai le droit, je le suis moi-même, donc je peux me désigner en tant que berbère, il n'y a pas de problème. Alors, amazir, on dit, voilà, peut-être qu'on présente la chose pour simplifier, amazir, aujourd'hui, c'est le nom officiel, revendiqué par un mouvement identitaire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, un pour lui. Mais c'est une sorte de rejet d'un nom étranger. Le nom étranger, soit Shleuh, Barbar, sont des noms donnés par les étrangers. Et ce mouvement revendique amazir comme la dissidence autochtone. Mais il n'y a pas de différence. Pour moi, personnellement, mais vraiment j'insiste, qu'il me soit permis d'insister, il n'y a vraiment aucune connotation péjorative dans Kalimat al-Barbar, dans le mot al-Barbar, qui est repris par les berbères. Ni chez al-Bakri, ni chez Ibn Khaldoun, tous les historiens de l'époque qui ont repris ce terme, à aucun moment on y voit quelque chose de négatif. C'est vraiment neutre. Alors le rattacher au terme générique barbare, parce que souvent on dit le rejet, parfois ce rejet est expliqué par le fait que l'étymologie viendrait de barbare, gréco-romain, ce n'est pas prouvé. C'est loin d'être prouvé que ça fasse l'unanimité. Et si vous prenez des textes, on donne des
les références, les sommités des études berbères, on va dire, jusqu'à 2000, vous ne trouverez aucun texte avec le mot amazigh. On est les plus grands, hein. Salim Shakir, l'un des plus grands, pour moi, en termes de linguistique berbère, le plus grand linguiste qui est Salim Shakir. Vous avez aussi Ahmed Akara au Maroc, beaucoup d'autres, dans leurs écrits, on ne trouverait pas amazigh. Les années 2000, ça commence. Même le mot amazigh lui-même, d'après certains études, n'existait pas, n'était connu qu'au Maroc, au Maroc central, principalement. C'est pour ça d'ailleurs que le dialecte s'appelle dialecte tamazirt, dans le Moyen Atlas, et le dialecte du Nord c'est tarifite, et le Haut Atlas et l'Anti-Atlas c'est tachelhite. Tamazirt c'est uniquement cette région, et seuls les habitants de cette région s'appellent eux-mêmes, se désignent eux-mêmes les Mazirs. Si vous rencontrez un fin, vous dire un Nekdarifi, c'est-à-dire un Kabyle d'Algérie, Nekdar Baili. Jamais. Aujourd'hui, oui, mais on est dans le militantisme. Je regrette que l'universitaire ou l'académique ait cédé devant le militant. On me reproche parfois, non, mais bon, mais j'assume. Moi, personnellement, je me méfie un peu. Genre, il ne suffit pas de changer de nom pour. Voilà, on n'a pas besoin de refaire l'histoire pour exister. Non, on est là. Enfin, le nom, alors, voilà, je me limite à ça. Il n'y a pas de différence. Ama et Tamadir. Ah, alors ça, c'est le ta. Le ta, c'est la désinence du féminin. Comme dans les langues sémitiques, le berbère est une langue camito-sémitique, on dira, camito-sémitique, où aujourd'hui on parle d'afro-asiatique. Et on retrouve ces traits communs avec l'arabe, l'hébreu et d'autres. Le ta, c'est la marque du féminin. Seulement le berbère, le ta est préfixé et suffixé. Donc on va le trouver au début et à la fin, généralement ça. Ta, mazir. Et le a, c'est la marque du singulier masculin. A, mazir. Pour le pluriel, on ajoute un N, imazir, une sorte de jama' taksir en arabe, pluriel brisé. Al-gaz, irgaz, arba, irban, amqar, amqran, imqran, voilà, donc un peu le mot. Et donc le i, pour le pluriel, avec un N qui le complète. Irgizn, al-gaz, irgizn. Alors, tarbat, arba. Damtot. Arba, prenons arba, parce que arba, ça nous ramène avec les racines sémitiques. Arba, c'est rabia, raba yarbu, ou rabia yarba, élever, grandir, donner tarbiya. Et arba, un garçon, tarbat, une fille. Donc, on retrouve. Les mamans marocaines connaissent Tarbia. Donc, voilà, pour le berbère. Salam alaikum. Merci, M. Habashi, de cette présentation, de ce portrait. Ça fait longtemps, mais. Merci. Quand j'ai quitté l'Institut des études arabes, je vous ai laissé à la bibliothèque. Je vois encore vous étiez tout près des manuels et j'ai gardé un bon souvenir de vous, en tout cas, de cette rencontre qu'on avait eue. Je voulais juste apporter un simple témoignage par rapport à votre esquisse du portrait de l'immigré vu par la poésie féminine. Étant moi-même de la région de Ouarzazate, donc dans la Jama'a de Aïd-Atman, le Mouhara, si vous voulez, j'ai assisté effectivement à ce rejet. J'ai encore le nom de Félix Morin qui vibre, parce qu'on en parle beaucoup. Effectivement, son rejet était justifié et je l'ai vécu parce que du jour au lendemain,
il y a ce monsieur qui est venu au marché hebdomadaire du village avec son tampon vert et son tampon rouge, il est torse nu, voilà, il vous impose soit un vert soit un rouge et c'est à vous de vous débrouiller. Mais le lendemain, effectivement, nous avons des troupeaux de moutons, nous avons des terres agricoles qui sont laissées à l'abandon parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre, etc. Donc ce rejet était consacré, était véridique, effectivement. Par contre, quelques années plus tard, nous avons vu, depuis que les troupes folkloriques et depuis que Royce visitait la diaspora marocaine, au retour du pays, ils ont rectifié un petit peu cette image de rejet et que le Marocain à l'étranger était perdu, parce que voilà, on essaie de montrer un autre tableau qui est positif, quelqu'un qui a de l'argent, qui vient et qui soigne les malades de sa famille, qui apporte des cadeaux, etc. Toutes ces étapes-là sont véridiques. Alors je ne sais pas si dans votre quête politique féminine, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore je veux dire, une démonstration, une prise en charge de l'image que vit aujourd'hui la diaspora marocaine, c'est-à-dire la deuxième, la troisième génération. Comment pas son revirement, mais comment la situation des Marocains à l'étranger, que ce soit en Hollande ou en Allemagne, etc. Je suis tout à fait d'accord avec la hiérarchisation de ces pays dans l'imaginaire marocain ici ou ailleurs, mais en tout cas, est-ce que dans votre quête vous avez trouvé des démonstrations de prise en charge de la situation actuelle, ou alors votre quête s'est arrêtée avec le rejet et l'adaptation en quelque sorte? Merci, M. Habachi. Merci. Alors, oui, j'ai toujours essayé de suivre un peu l'évolution de l'image de l'immigration au Maroc, sans me spécialiser bien sûr, plus par d'un côté curiosité tout simplement, par implication, mais aussi pour des raisons professionnelles, d'enseignement. Je traite des questions de l'actualité dans le monde arabe, et donc l'émigration fait partie, hein, donc la question migratoire en fait partie. Et c'est à ce titre que je peux dire, on peut, pour ce qui est le cas du Maroc, je parle sous le contrôle, bien sûr, de tout le monde qui sont présents, on peut dresser une typologie de l'immigration marocaine. Celle dont je parlais ici, c'est les années 60-70. Avec en 74, de toute façon, il n'y a plus de recrutement. Il m'en va, c'est fini, 74. Ensuite, il y a une autre immigration qui va venir dans les années 90. Elle est fondamentalement différente. Fondamentalement différente. D'abord, c'est des jeunes, parce qu'on voit une partie, on va dire, haraga, donc c'est des clandestins. On va d'abord l'Espagne, l'Italie ensuite. 2 destinations avec, excusez-moi, un type de Marocain, ici type employé, sont sociologiques.